Bonjour, je m'appelle Brahima Bamba. Je suis consultant en droit de l'homme, spécialiste en justice transitionnelle. Bien, le coup d'État de 1999 qui a été un tournant décisif dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et a été occasionné, n'est-ce pas, suite à une série d'événements, notamment des événements sociopolitiques qui ont vraiment marqué, n'est-ce pas, cette époque. Il faut dire que déjà après l'élection, j'allais dire la crise électorale de 1995, vous vous souvenez certainement du boycott actif, où le Front républicain qui était constitué du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, Front populaire ivoirien, et du RDR, le Rassemblement des républicains du président Alassane Ouattara, était en alliance pour former, n'est-ce pas, ce Front républicain. Donc le Front républicain avait boycotté les élections parce qu'il estimait que les conditions d'organisation de cette élection-là n'étaient pas, n'est-ce pas, transparentes et ne garantissaient pas la sincérité et la crédibilité de ces élections. Donc, par exemple, parmi les revendications, ils ont trouvé que le code électoral n'était pas un code électoral, j'allais dire, consensuel. Également que la liste électorale devait être révisée, tout le monde devait s'entendre là-dessus, etc. Donc voilà un peu un certain nombre de revendications, n'est-ce pas, que le Front républicain a portées. Et pour finir, le Front républicain, les partisans, j'allais dire les animateurs de ce Front républicain-là, notamment les deux têtes de liste, j'allais dire Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, n'ont pas participé à l'élection de 1995, qui a vu l'élection du président, j'allais dire le président Henri Konan Bédié, pour son véritable mandat, puisque de 1993 à 1995, il était en train d'achever le mandat du président Houphouët-Boigny, qui était décédé en 1993. Donc c'est à partir de 1995 qu'il a été réélu. Et après sa réélection, on a assisté un moment à une sorte d'accalmie, mais les revendications, n'est-ce pas, ont été remises sur la table jusqu'à ce qu'on approche de l'élection de 2000. Donc en 1999, il y a eu une série, n'est-ce pas, d'événements politiques, de revendications, de protestations, de manifestations de rue. Et suite à l'une de ces manifestations-là, qui a occasionné beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts en ville, toute la direction du Rassemblement des Républicains a été arrêtée. Ils ont été emprisonnés à la Maka. Donc ça, c'est l'élément politique déclencheur. Donc à partir de ce moment-là, il y avait une atmosphère vraiment, j'allais dire, de tension politique qui était vraiment visible partout dans le pays. Et l'événement qui a été, j'allais dire, la cause immédiate du coup d'État, ça a été qu'un certain nombre de militaires ivoiriens qui avaient été envoyés en mission internationale au sein d'une opération de maintien de paix, je crois que c'était en Centrafrique. Ils sont revenus et ils se plaignaient du fait que leur prime n'avait pas été reversée. Donc il y a eu une mutinerie qui a éclaté, précisément le 23 décembre 1999. Et avant cette mutinerie aussi, il y a un événement politique et il est peut-être important de signaler. Il y avait eu la clôture de la session parlementaire, la session de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle le président Henri Konan Bédié a fait un discours, j'allais dire un discours qui était attendu. Beaucoup espéraient que pendant ce discours-là, il allait avoir un ton vraiment apaisant, un ton rassembleur, et que peut-être que les partisans de l'opposition qui étaient en prison allaient être relâchés. Mais au contraire, on a assisté à un discours que certains ont qualifié de discours guerrier. Et à partir de ce moment-là, la situation qui était déjà très tendue et mêlée un peu avec cette mutinerie-là, ont contribué à ce coup d'État. Parce que ces militaires qui sont sortis, c'est vraiment la toute première fois en Côte d'Ivoire qu'on voyait les militaires sortir comme ça. Ces militaires qui sont sortis le 23 décembre n'ont pas voulu faire marche arrière. Quoique on ait donné des garanties à ce que leurs revendications allaient être prises en compte, ils étaient déjà sortis et voilà, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout.
Et on a pu observer que là, ces militaires-là, en tout cas, n'ont pas reculé. Et cette mutinerie-là s'est transformée rapidement en un coup d'État à partir du 24 décembre. Voilà, 24 décembre 1999. Et le coup d'État, qui était vraiment, j'allais dire, inévitable, à partir du moment où les militaires là, ne comptaient pas faire marche arrière, a eu lieu. Le coup d'État a eu lieu et le président Henri Konan Bédié a pu, n'est-ce pas, se rendre dans une ambassade et puis il a pu sortir du pays. Et un certain nombre de politiciens, il y a des membres du gouvernement avec lui, certains autres ont été arrêtés. Et c'est comme ça qu'au petit matin, nous avons vu le général Robert Guéhi venir faire un discours à la ETI pour annoncer qu'à partir de maintenant, voilà, tout était dissous en termes d'institutions. Le Parlement, la Constitution, l'Assemblée nationale, il a dissous tout. Et puis il a mis en place un Conseil national de salut public, CNSP, pardon, Conseil national de salut public. Voilà, donc voilà comment le coup d'État est intervenu en 1999. Bon, qui était à la base de ce coup d'État? On ne saurait imputer ce coup d'État-là à un individu. Voilà, comme je disais tantôt dans ma première réponse, c'est tout un contexte qui a prévalu. Voilà, donc un contexte socio-politique et puis aussi militaire qui s'est mêlé à la fin. Donc tout ce contexte-là a donné, n'est-ce pas, j'allais dire, ce résultat-là avec ce coup d'État qui, il faut le préciser, a été salué, comme étant un coup d'État sans effusion de sang par un certain nombre d'analystes. Voilà, mais un coup d'État n'est pas salué parce que tout ce qui est, j'allais dire, prise de pouvoir en dehors, n'est-ce pas, du cadre démocratique n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Vous verrez que plus tard, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la suite des événements, n'est-ce pas, a donné raison à ceux qui disaient que ce coup d'État n'était pas la bienvenue parce que ça a ouvert, j'allais dire, la voie à une série d'instabilités, à une série de crises sociopolitiques, à une série, j'allais dire, de crises, n'est-ce pas, successives qui ont conduit la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Voilà, donc pour revenir sur la question, moi je ne saurais, j'allais dire, indexer un individu ou un groupe d'individus comme étant, n'est-ce pas, à la base de ce coup d'État. C'est tout un contexte qui peut-être tire même sa base depuis 90 avec l'instauration du multipartisme. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a vu que les partis ivoiriens se sont créés sur la base ethno-tribale. Voilà, il suffit que tu dises ton nom pour qu'on puisse t'attribuer un parti politique. Parce que ton nom est certainement rattaché à une région ou à une religion. Voilà, à partir de ce moment-là, vous voyez que les politiciens, on peut les accuser d'avoir créé ce fossé-là entre les Ivoiriens. Voilà, donc ça c'est un point. Maintenant, l'autre point aussi qu'on peut aussi indexer, la mort du président Houphouët-Boigny est intervenue et puis les conditions de sa succession ont déjà créé un certain nombre de frustrations. Voilà, donc la manière dont la succession s'est passée, ça a laissé un goût amer. Voilà, ça a laissé un goût de division. C'est pour cela qu'un certain nombre de partisans sont sortis du PDCI pour créer le RDR. Ouais, vous voyez déjà à ce moment-là, il y a une division. Donc là aussi, on peut dire que la manière de gérer cette succession-là aussi, peut-être quand on remonte un peu loin, elle peut être mise en cause comme étant l'une des circonstances qui ont occasionné le coup d'État. Et puis peut-être aussi à partir de, j'ai parlé tout à l'heure de l'élection de 1995 qui s'est passée dans des conditions très, j'allais dire, difficiles. Il y a eu une crise pré- et post-électorale et on a vu les populations de l'Ouest, notamment les allogènes qui étaient dans les forêts de l'Ouest là,
qui ont été menacés, il y a eu des gens qui ont été chassés dans la région des Tabous. Voilà, il y a eu pas mal de choses où les gens ont perdu leurs forêts, à cause de la politique, on a vu la division ethnique même, n'est-ce pas, s'appliquer là. Donc vous voyez, tout ce contexte-là a prévalu jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrestation, n'est-ce pas, des leaders du RDR en 1999. Voilà, donc comme je dis, c'est tout le système politique. Hein, donc s'il y a quelqu'un ou un groupe qu'on peut mettre en cause, ça pourrait être les politiciens. Et voilà quoi. Donc sinon, je ne saurais indexer un individu comme étant à la base du coup d'État. Ok. Donc, quand le coup d'État est intervenu en 1999, en fin 1999, on a vu les populations ivoiriennes en liesse dans les rues, à la sortie et puis manifester leur joie parce que ces populations-là, certainement à cause de l'anxiété qui prévalait, à cause de la tension qui prévalait, se sont dit que voilà une occasion pour que les Ivoiriens puissent se retrouver. Et déjà, les premiers mots, n'est-ce pas, qui ont été prononcés par la junte militaire qui a pris le pouvoir étaient des mots encourageants. Voilà, nous sommes venus pour rétablir la démocratie, nous sommes venus pour balayer la maison. Donc on s'est dit que voilà, les gens se sont dit que voilà, c'est la redevabilité qui va maintenant être de mise, c'est la justice qui va être de mise, c'est la démocratie qui va être de mise, etc. C'est la paix qu'on va retrouver. Donc à partir de ce moment-là, il y avait vraiment cet espoir-là qui est certainement suscité par, comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers mots et les premiers pas qui ont été posés par cette junte, voilà, ceux qui ont fait le coup d'État. Mais par la suite, on s'est rendu compte, hein, en début de l'année 2000 jusqu'aux élections, que le contexte sociopolitique n'a pas été forcément ce que les gens auraient souhaité que ça soit. Voilà, certainement le choc des ambitions et puis les différents lobbies, les différentes pressions que la gente a reçues. Et puis plus tard aussi certainement le changement de cap, n'est-ce pas, qu'a opéré le leader Henri, comment il s'appelait déjà, Robert Guéhi, qui a commencé à manifester ses intentions. Tout ce contexte a démontré après que ce n'était pas forcément un coup d'État salutaire, parce qu'on a commencé à assister à un certain nombre d'exactions de la part des militaires auprès de la population civile. Voilà, déjà au niveau des militaires, c'est plusieurs groupes qui se sont formés. On a connu la Camorra, on a connu la Brigade Rouge, où chacun faisait ce qu'il voulait. Vous savez, des militaires en armes qui sont au pouvoir et qui sont tout puissants, ça donne forcément, n'est-ce pas, ces genres d'exactions-là. Voilà, donc on a commencé à assister à cela. Et puis également au niveau politique, le Front républicain s'est disloqué, certainement à cause de la croisée des ambitions des deux leaders. Voilà, ça s'est disloqué, chacun a commencé à faire, chemin à part. Et puis quand c'est comme ça aussi, les partisans aussi se séparent. Voilà, donc on a commencé à assister à cela. Et puis chacun voulant se battre pour que le pouvoir en l'an 2000 ne puisse pas lui échapper. On a connu en tout cas pas mal d'événements et même des tentatives d'assassinat, des tentatives de prise de pouvoir. On a connu l'événement du coup d'État de la Mercedes noire. On a connu également les événements du coup d'État du cheval blanc aussi, où le chef de la junte au pouvoir a vu sa résidence attaquée notamment. Et on parle de cheval blanc parce qu'il avait un cheval blanc à la maison qui a été tué. Voilà pourquoi on appelle ça le coup d'État du cheval blanc. Donc tout ça on a connu dans cette période-là et qui ont montré que forcément le coup d'État qu'on avait applaudi le 24 décembre n'était pas forcément venu, pour rétablir la tranquillité que les Abidjanais ou les Ivoiriens espéraient. Donc voilà un peu les tenants, hein, et les aboutissants de ce coup d'État. Ça aboutit en tout cas à aggraver, à exacerber cette tension-là, à diviser davantage les Ivoiriens
Et puis, quelque chose que aussi il est important de mentionner, la constitution, le processus de révision, pas de révision, même d'établissement d'une nouvelle constitution. Voilà, ce processus-là, on a connu pas mal de choses, beaucoup de choses se sont dites et les consultations que le pouvoir d'alors, la junte a menées, donnant la parole aux gens pour s'exprimer un peu ce qu'ils souhaiteraient avoir au niveau de la Constitution. Ça allait dans tous les sens. On a entendu des choses très graves du genre, par exemple, qu'il faut éviter que celui qui sera président, là, que son épouse soit, ne soit pas ivoirienne, par exemple. Voilà, donc il faut que l'épouse du président soit ivoirienne. Voilà, donc souvent on sentait que les gens visaient à éliminer certains candidats déjà. Voilà, pendant cette constitution-là. Il y a eu l'épisode du et du ou également. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays de brassage, un pays multi-ethnique, n'est-ce pas, où des gens se marient entre eux et avec aussi des gens de la sous-région. On dit pour être ivoirien, il faut avoir des parents, les deux parents, le père et la mère, qui soient forcément ivoiriens, pour être président, pardon. Voilà. Et certains disent non, il faut que ce soit l'un des parents. Et c'est la condition qui est dans la Constitution pour être ivoirien, tout court. Pour être ivoirien, il faut l'un des parents ivoiriens. Donc c'est où? On dit non, c'est pour être ivoirien, oui, mais pour être président, puisque c'est le président qui va présider la destinée du pays, et on veut un président qui a ses deux parents qui sont ivoiriens, de père et de mère. Donc il y a eu cette bataille-là du et du ou, où dans la Constitution, c'était le ou qui était là. Et dans la proposition de constitution qui circulait, c'était le ou qui était là. Et le chef de la junte a fait une sorte de consultation, lui-même il a fait des tournées où il voulait entendre ce que les gens disent, la proposition des gens. Et finalement, il est venu trancher, je crois, à la veille du référendum, pour dire que finalement, on enlève le ou, on met le et. Vous voyez, voilà, à l'époque, les gens avaient déjà demandé à tout le monde d'aller voter la Constitution. Et voilà, donc la Constitution a été votée comme ça. Et la veille, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a enlevé le ou, on a mis le e. Voilà, mais on savait que ça allait forcément engendrer, n'est-ce pas, un conflit un jour. Voilà, comme je le disais, à cause du fait que la Côte d'Ivoire soit un pays multi-ethnique, voilà, les gens sont venus d'horizons diverses. Voyez. Voilà, et finalement aussi, le ou le est resté dans la Constitution. Et ils ont même ajouté un groupe de mots qu'on appelle « ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité ». Ça également, juridiquement, c'était difficile à comprendre ce que ça voulait dire, mais ça voulait tout simplement dire qu'il ne faut pas que le candidat se soit comporté par le passé comme le national d'un autre pays. Voilà, donc il fallait maintenant qu'on laisse le juge constitutionnel apprécier, ou sinon interpréter. Et les différentes candidatures ont été déposées. Et puis, le président de la Cour suprême, ils se sont réunis, il a dit la Cour suprême s'est réunie, à l'époque c'est la Cour suprême, et puis ils ont interprété, ils ont rejeté pratiquement toutes les candidatures, n'est-ce pas, de l'opposition, en dehors de la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo était face au président de la junte, le président sortant Robert Guéhi, et je crois avec 3 autres ou 4 autres candidats, dont Feu Mel Théodore, etc. Donc voilà comment les élections ont été organisées après le coup d'État. Mais déjà le fait que certains candidats, comme celui du PDCI, qui était l'ancien président Adikona Bédié, qui était en exil, le fait que sa candidature ait été rejetée, le fait que la candidature du candidat du RDR, Alassane Ouattara, ait été rejetée, déjà il y avait des tensions, n'est-ce pas, qui prévalaient avant ces élections-là. Donc la suite, hein, on l'a connue avec des élections qui ont été contestées et puis toute la violence post-électorale qui s'en est suivie. Bien. La crise de 1999, précisément le coup d'État et tous les événements qui s'en sont suivis, ont marqué, j'allais dire, un tournant, j'allais dire, décisif dans la suite du conflit ivoirien.
Voilà, c'était la première fois que la violence faisait irruption, sinon les armes faisaient irruption dans le contexte sociopolitique. C'est vrai qu'en 90, on a eu le premier mort à l'université, Thierry Zébier, mais véritablement, les armes, les militaires avec des armes qui interviennent dans le conflit ivoirien, c'était à partir de 99. Donc le lien est évident. C'est à partir de là que les choses se sont enchaînées. Donc on a vu une escalade, n'est-ce pas, de la violence. Voilà. Comme je disais, le premier mort c'était 90, un seul mort. Et puis à partir de 99, c'est vrai, le coup d'État, on dit que ça a été sans effusion de sang. Mais les événements qui sont suivis, il y a eu pas mal de personnes qui ont été brimées, qui ont été tuées, qui ont été torturées. Et la violence a connu son escalade. Voilà, donc le coup d'État, après le coup d'État, il y a eu tous ces événements-là, les différentes tentatives de coup d'État et tout ça, comme j'ai cité, le coup d'État du cheval blanc, le complot de la Mercedes noire. Également, il y a eu la crise même électorale, parce que il y a eu ces élections-là qui ont été contestées et ça s'est fini, ça s'est dénoué par la violence. C'est dénoué par la violence lorsque le président sortant a été déclaré vainqueur par la commission électorale, par le ministère de l'Intérieur à l'époque. Et la commission électorale, après, je crois, a déclaré le président Gbagbo vainqueur. Et déjà, les partisans du président Gbagbo étaient déjà dans la rue, avec, j'allais dire, même tous les Ivoiriens, parce qu'on voulait chasser la junte, on voulait chasser les militaires du pouvoir pour revenir à un pouvoir de civil. Déjà, quand il y a un choix à faire entre un militaire au pouvoir avec tout ce que cela implique, comme image de violence, de fusil et tout ça, entre un militaire, je dirais, et un civil, le choix est tout de suite fait. On préfère un civil. Donc tous les démocrates sont sortis et essayaient, n'est-ce pas, de chasser le président Gueye du pouvoir. Et il y a eu pas mal. Je ne sais pas exactement le nombre de personnes qui sont tombées, qui sont décédées. Il y a eu pas mal de morts. Et juste après ça, et je crois le lendemain, lorsque le président Laurent Gbagbo a prêté serment, le même jour, les partisans d'Alassane Ouattara également ont pris la rue. Je me rappelle les propos d'un de ses lieutenants qui disait que le pouvoir se trouve dans la rue. Donc les gens sont sortis et ils réclamaient la reprise des élections avec leurs candidats parmi les compétiteurs, parmi les candidats officiels. Donc ils réclamaient la reprise des élections. Et là aussi, les gendarmes, ceux qui étaient commis au maintien de l'ordre, il y a eu pas mal de choses où il y a eu également des morts. Après ça, on a découvert un charnier à Yopougon. Et un charnier, je ne sais plus combien de morts c'était, une cinquantaine de corps, voilà, qui étaient supposés être des corps des partisans d'Alassane Ouattara. Donc on voit un peu l'escalade. À partir de ce coup d'État, en griffe sans effusion de sang, on a commencé à monter. Jusqu'à ce que, après ça, le président Gbagbo s'est installé et tout ça. Et il a essayé de mettre en place un forum de réconciliation où les gens ont été amenés à s'exprimer, n'est-ce pas, à donner leur point de vue, à faire des recommandations, etc. Ce forum-là avait pour objectif, n'est-ce pas, de pouvoir ramener les Ivoiriens ensemble pour qu'on puisse voir dans la même direction, aller à la paix, à la consolidation de la paix, à la démocratie, au respect des droits de l'homme. Mais malheureusement, les conclusions de ce forum-là n'avaient pas encore été mises en œuvre lorsque on a connu les événements du 19 septembre 2002. Voilà. Mais j'ai peut-être omis une partie importante sur laquelle je vais revenir. Il y a eu en temps les élections législatives de l'an 2000. Il y a eu des élections législatives où les partisans de Ouattara aussi ont contesté et finalement ils ont boycotté parce que la candidature d'Alassane Ouattara, qui avait été déjà rejetée pendant la présidentielle, a encore été rejetée. Je précise qu'il était candidat pour être député de Kong, qui est son village d'origine.
Et sa candidature a été rejetée, ses partisans sont sortis aussi. Je crois qu'il y avait une manifestation au stade. Finalement, le stade lui a été refusé. Et puis, on se retrouve dans une situation où il y a également beaucoup de morts. Voilà, donc, vous voyez un peu l'escalade. Et puis, finalement, il y a eu ce 19 septembre 2002 où des militaires qui étaient en exil depuis 2000 sont rentrés. Et ils sont rentrés avec des armes. Ils ont essayé de prendre le pouvoir par la force à Abidjan. Ils ont attaqué simultanément un certain nombre de camps militaires, dont l'école de gendarmerie, le camp d'Agbon, etc. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de morts. Et finalement, quand la tentative n'a pas marché, ils ont replié sur le nord et en prenant les bases à Bouaké. Donc à partir de ce moment-là, le pays a été scindé en deux, avec la zone CNO, Centre-Nord-Ouest, sous le contrôle des forces armées, des forces nouvelles. Voilà, les forces armées, c'est les rebelles qu'on appelait comme ça. Et puis la partie sud était sous le contrôle gouvernemental. Donc voilà, l'événement de 99, pour reprendre la question, a été le précédent qui a occasionné toute cette suite-là d'événements malheureux qui ont conduit, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire dans les pires, j'allais dire, pires moments où on a connu toutes sortes, n'est-ce pas, de crimes, toutes sortes de violations graves des droits de l'homme. On a connu la torture, on a connu des gens qui ont été exécutés froidement, aussi bien dans les zones sous contrôle du gouvernement que dans les zones sous contrôle des rebelles. Voilà, les rebelles aussi, pendant qu'ils contrôlaient les zones, c'était des zones de non-droit. Vous savez, quand la rébellion s'installe avec des armes, voilà, c'est comme ça. Donc on a connu en tout cas toutes ces violences-là, toutes ces crises-là, suite, n'est-ce pas, au coup d'État de 1999. Bien, voilà, donc ces différents enchaînements-là ont conduit à la crise la plus grave qui jusqu'à aujourd'hui est considérée comme le summum même des crises en Côte d'Ivoire. C'est celle de 2010 et 2011 suite à l'élection présidentielle. Voilà, où le pouvoir était contesté entre le président sortant Laurent Gbagbo et son challenger Alassane Ouattara. On a connu ça aussi et puis tout ce qui s'en est suivi. Et à la suite de cela, un processus transitionnel a été mis en place par le nouveau pouvoir du président Alassane Ouattara. Et qu'est-ce que j'en pense? La Suisse transitionnelle a été une occasion, j'allais dire, ratée en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse retrouver cette quiétude-là à laquelle on rêve, cette quiétude d'antan. Hein? Voilà, donc cette quiétude-là que les Ivoiriens ont perdue depuis 1993. Donc on espérait que ce processus-là allait nous conduire vers cette quiétude-là, cette tranquillité, cette paix dont les Ivoiriens ont vraiment soif. Voilà, donc j'ai dit que ça a été un processus, une occasion ratée parce que c'est vrai que c'est un processus, et des choses sont possibles, il y a des choses qui sont possibles à rattraper, certainement. Mais après tout ce qu'il y a eu comme investissement dans un processus de recherche des vérités, après tout ce qu'il y a eu comme espoir, n'est-ce pas, suite à la mise en place d'un processus de justice pénale au plan national comme international, après tout ce qu'il y a eu comme espoir pour les victimes de se voir un jour réparées à travers un processus de réparation transparente, après tout ce qu'il y a eu comme promesse de réforme, aujourd'hui, quand on fait une sorte d'analyse, une sorte de bilan, on ne peut que dire que ça a été une symphonie inachevée. Voilà. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire quelle est la vraie vérité officielle qui est sortie du processus de recherche des vérités. Voilà. Est-ce que, à travers ce processus-là, les Ivoiriens ont réussi à toucher du doigt les vrais problèmes qui occasionnent ou qui ont occasionné les crises? Est-ce qu'il y a eu des propositions de solutions? Il y a des recommandations pertinentes faites par la Commission, n'est-ce pas, qui sont en train d'être mises en œuvre afin qu'on ne puisse plus retomber, n'est-ce pas, dans les crises? Voilà la question qu'on se pose. Donc aujourd'hui, on ne saurait le dire.
Et à partir du moment où on ne saurait le dire, on ne saurait vraiment aboutir à cette conclusion-là, on peut dire que le processus de vérité, de recherche de vérité n'a pas été ce qu'on espérait. Deuxièmement, quand on regarde le processus judiciaire, aujourd'hui, 10 ans après, au niveau national, il n'y a presque pas eu de procès, en dehors du procès de l'ex-première dame, n'est-ce pas, pour crime international, qui a abouti à un acquittement. Après cela, il y a eu l'amnistie, où tous ceux qui étaient sous mandat de dépôt, tous ceux qui étaient, inculpés, tous ceux même qui étaient déjà jugés et emprisonnés sont sortis, en dehors des militaires bien sûr, sont tous sortis. Et ceux même qui étaient sous enquête, contre qui il y avait vraiment de sérieuses, preuves, comme quoi ils avaient commis des crimes et que les enquêtes étaient en train d'aboutir, tout cela a été arrêté. Donc, comme le diraient les puristes des droits de l'homme, c'est une sorte de prime à l'impunité. Cette amnistie-là vient consacrer l'impunité. Et cela ne présage pas d'un lendemain meilleur, parce que, comme on le dit dans le jargon des défenseurs des droits de l'homme, l'impunité d'aujourd'hui prépare la violation de demain. Voilà, ces gens-là peuvent être encouragés à commettre de nouveaux crimes demain, parce qu'ils se disent qu'il va forcément intervenir une loi d'amnistie qui va les dédouaner, qui va les libérer. Donc, sur le plan judiciaire également, pour conclure, on peut dire aussi que ça a été un véritable échec, on peut dire ça comme ça. Et également sur le plan international, au niveau de la justice internationale, la CPI, dont l'intervention, n'est-ce pas, a suscité beaucoup d'espoir aux victimes. Ils se sont dit, si la justice nationale n'est pas capable peut-être de punir ou de sévir ou de poursuivre, peut-être que la CPI peut faire mieux et que nous, les victimes, par exemple, on peut avoir satisfaction. À ce niveau-là également, au niveau des inculpations, on a vu que c'est seulement les partisans de l'ancien pouvoir, et précisément le président Laurent Gbagbo, qui lui-même le dit, il est le chef de file. Laurent Gbagbo a été inculpé, jugé, Blé Goudé également. Simon Gbagbo a été inculpé, mais jamais transféré. La Côte d'Ivoire n'a jamais voulu la transférer. Donc c'est au niveau de ces trois-là seulement qu'il y a eu des procédures judiciaires, des poursuites jusqu'à aujourd'hui, en tout cas ce qu'on a pu voir. Et cela s'est soldé également pour le cas de Gbagbo et Blé Goudé par un acquittement. Donc les victimes se disent, mais si ce n'est pas eux, c'est qui alors? Pourquoi ceux qui sont peut-être coupables ne sont pas aujourd'hui devant la CPI? Voilà, donc on continue, les victimes continuent d'espérer, on continue de regarder toujours du côté de la CPI pour voir quelle est la suite. Parce qu'ils ont commencé quelque part, selon leur procédure de poursuite, ils devaient terminer quelque part. Donc on nous dit, en tout cas ce qu'on entend là, les bruits qu'on entend nous disent que les enquêtes sont en cours en ce qui concerne les partisans du président Ouattara. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, on espère que ces enquêtes-là vont aboutir à des procès et voilà, qu'on puisse situer les responsabilités, voilà, pour que l'impunité ne soit pas de mise. Donc ça c'est au niveau judiciaire. Au niveau des réparations des victimes, jusqu'à aujourd'hui, les victimes continuent, n'est-ce pas, de réclamer réparation. Voilà, donc sur une liste de 316 000 victimes, récemment j'ai pu voir un bilan qui disait qu'il y a près de 4 000 qui ont pu bénéficier de réparation. Donc il y a une forte population de victimes qui est encore en attente, n'est-ce pas, de réparation, et ils espèrent toujours. Je crois qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans une situation de quasi-blocage parce que depuis la survenue de la pandémie de Covid-19, depuis l'an dernier, le processus s'est arrêté. Et à ma connaissance, ça n'a pas encore repris. Et en temps, les victimes continuent d'espérer. Il y en a qui sont vraiment dans des besoins extrêmes de soins, par exemple des soins médicaux. Il y en a qui ont besoin, n'est-ce pas, nous sommes bientôt à la rentrée, de prise en charge scolaire pour leurs enfants, etc. Donc c'est un processus que nous espérons ne va pas s'arrêter comme ça, mais que ça va continuer pour que le maximum de victimes puissent être satisfaits, au moins sur ce plan des réparations, il y a les administratives là. Parce qu'au niveau des réparations judiciaires, ils n'ont pas eu satisfaction, il n'y a pas eu de procès digne où les victimes ont pu avoir quelque chose. Il n'y a même pas eu de justice, si on peut le dire comme ça. Donc sur ce plan-là, au moins, ils espèrent quelque chose. Ça, c'est au niveau de la justice. Et dernier pilier, au niveau des réformes institutionnelles, les Ivoiriens sont encore en train d'espérer que tout ce qui a été promis, tout ce qui est en train d'être fait
pourrait peut-être garantir la non-répétition. Mais déjà, quand on regarde ce qui s'est passé lors des élections, les dernières élections de l'an 2000, l'élection présidentielle de 2000, où il y a eu encore de nouvelles violences, on a le droit de s'inquiéter, on a le droit de s'interroger. Est-ce que les réformes qui ont été faites, notamment au niveau de la réforme de la Constitution, parce qu'en 2016, il y a eu une réforme constitutionnelle, en 2020 également, la Constitution a été légèrement révisée encore. Voilà. Est-ce que ces réformes-là ont été à mesure de ramener la paix qu'on souhaite, ont été à mesure, n'est-ce pas, de garantir la non-répétition, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a connu depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà autant de questions qu'on se pose, donc, qui nous font dire que le processus de justice transitionnelle a été une occasion ratée, mais nous voulons terminer avec une note d'espoir pour dire qu'on espère, on souhaite que ça ne soit pas là la fin, mais comme c'est un processus, comme le nom le dit, c'est un processus, il y a des choses qu'on peut rattraper au niveau de la vérité, il y a des choses qu'on peut rattraper au niveau de la justice, il y a des choses qu'on peut rattraper au niveau des réparations parce que les victimes continuent de demander.